présenter ça, là, on a 1 heure à peu près, un petit peu moins. Évidemment, c'est complètement ouvert. Si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas à nous interrompre. On va être ravis de vous répondre des enjeux par rapport à des choses que vous ne comprenez pas ou que vous savez déjà, que je parle trop, ou vous avez des questions sur vos environnements, n'hésitez pas à chaque moment. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un peu les solutions Microsoft de façon un petit peu holistique. Puis après, Eman va vous mettre plus des expériences utilisateurs, des outils d'administration, des démos en fait, des différents produits, pour que ça devienne plus concret. Est-ce que c'est correct avec tout le monde? Oui. Super. Bon, sans faire une description empirique un peu de la cybercriminalité, mais on a vu dans toutes les dernières années qu'il y a vraiment une évolution, un shift des tendances. Là, on est parti dans les années 80, on parle de la guerre froide. Là, c'était vraiment une cybercriminalité d'État qui s'attaquait. Puis il y avait 2-3 hackers très jeunes là, qui s'amusaient pour des exploits un peu sportifs à aller pirater. Puis on est passé dans un mode complètement différent. À l'heure actuelle où on se parle, c'est vraiment, on est dans le ransomware. Vous entendez tous les jours des histoires d'horreur de compagnies très grosses, petites, canadiennes, mondiales, qui se font attaquer pour de l'argent. Donc ça devient vraiment un commerce, un terrorisme aussi là-dessus. Il y a un article qui est sorti hier super intéressant dans le New York Post qui expliquait que les démocrates, le parti démocrate donc de Hillary Clinton, évidemment, a des milliers d'informations sur le candidat de l'opposition Trump, et ils se sont fait pirater par le gouvernement russe hier l'ensemble de tous les fichiers qui regroupaient toutes les informations sur Trump. Ils ont retracé, ils ont vu que c'était un vol d'identité, une intrusion qui est venu chercher ces fichiers-là. Pour l'instant, il n'y a pas de suite, là, c'est pour un incident, mais ça s'est passé comme ça. Vous avez tous en tête Sony, ce qui est Sony, le vol des emails, la correspondance, ainsi de suite. Target, qui est un des plus gros événements, 150 millions de dollars perte. La petite histoire derrière Target, c'est que la façon dont c'est arrivé, c'est qu'en fait, c'est arrivé par une société de tierce partie, un fournisseur qui réparait l'air conditionné, à qui on avait donné des comptes invités pour accéder au réseau. Et c'est eux qui se sont fait pirater. C'est ces comptes-là par lesquels les pirates sont rentrés, ont volé les informations. Le CIO a dû démissionner, CIO, pardon. Et donc la perte. Dernièrement, plus proche de nous, une compagnie comme Goldcorp, qui est une compagnie canadienne des minières, s'est fait pirater. Pareil, intrusion, vol d'identité. Ils ont volé 15 gigas de données, ce qui ne paraît pas énorme. C'est pas une compagnie qui a forcément de l'IP, mais ils ont volé des T4, ils ont volé de l'information confidentielle. Donc, tout ça, c'est des nouvelles tendances qu'on voit. Puis on voit que surtout les entreprises, la façon dont on faisait la sécurité avant, c'est-à-dire avoir un périmètre très fort, un espèce de château fort, ça ne suffit plus. Les attaques sont plus avancées, les gens sont plus en dehors du périmètre, on accède à de l'information, on transite de l'information un petit peu partout, donc on est plus sécurisé par ce périmètre-là. Évidemment, je ne parle pas dans les chiffres de tout ce que ça entraîne. On parle de 3 trillions d'impact sur la cybercriminalité en termes de perte de productivité et de vol d'informations dans le monde par année. Les nouvelles tendances qu'on voit par exemple sur la façon dont les gens travaillent, ce qu'on appelle de mobile workforce, c'est effectivement quelques chiffres intéressants, mais 66% de ce qu'on appelle du BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire moi je veux travailler, je veux accéder à mes mails, je veux travailler mes fichiers de productivité sur mon propre iPhone par exemple, sur mon propre iPad. Comment les TI peuvent gérer ça? Les logiciels sont de plus en plus dans le cloud, donc on a de moins en moins de solutions on-premises, on veut éviter de gérer des choses qui ne sont pas à valeur ajoutée dans notre data center, donc on va utiliser des services SaaS. Les plus grands logiciels en ce moment, SAP, Workday, évidemment Microsoft parmi les pionniers, sont disponibles en mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service à travers le cloud, dans un abonnement. Comment est-ce qu'on va gérer la sécurité là-dedans? Ce n'est pas dans notre périmètre. Comment est-ce qu'on va être capable de gérer la sécurité, mais aussi l'information, la sensibilité, la confidentialité de ces données-là à travers ces différents scénarios et ce changement de paradigme. Et puis les gens travaillent de plus en plus de l'extérieur. Les gens veulent travailler dans l'avion, veulent être chez des clients pour travailler, veulent travailler de chez eux. Donc tous ces scénarios sur leur device, sur n'importe quel type de device, du Android, du Windows Phone. Donc comment est-ce qu'on adresse tout ça dans cette nouvelle normalité entre guillemets? Donc la vision de Microsoft pour adresser ça, c'est vraiment basé en priorité sur ce qu'on appelle l'identité. Comment est-ce que je vais sécuriser mon identité? C'est la base de tout. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va donner, pour avoir accédé à une ressource, va donner un bon mot de passe et un bon login, va être capable d'accéder à l'information. Le problème, c'est que le bon mot de passe, peut-être qu'il s'est fait voler son identité. 60% des gens aujourd'hui utilisent le même password dans toute leur
réseaux sociaux personnels que dans leurs comptes corporatifs. Une étude est sortie il n'y a pas longtemps, c'est un employé sur 5 serait capable de vendre ses credentials pour moins de 1000 $. Donc ça tient sur une brindille, là. C'est cette capacité de dire, bah, ok, c'est identifié, je peux lui donner accès sans problème. Non, il faut trouver des moyens de comprendre quelle peut être la dangerosité par rapport à ces scénarios. Donc ça, c'est la partie d'identité. Évidemment, on va vouloir sécuriser aussi les applications, les devices, les équipements, n'importe quel type d'équipement, et puis au plus détaillé au niveau de la granularité, au niveau de la donnée. Puis ça, c'est dans un scénario, évidemment, on va avoir à travailler avec les employés. Ces employés vont devoir échanger de l'information avec des partenaires d'affaires et avec des clients également. Donc on accède de partout, n'importe où, on gère, on sécure la productivité, puis on intègre aussi avec l'existant. D'accord? Donc c'est l'enjeu des TI, ça va être comment est-ce que je donne à mes employés dans un scénario de mobilité le maximum de productivité, donc sans les prompter systématiquement avec des credentials, avec des éléments comme ça. Comment est-ce que, en tant que TI, je rends plus facile la gestion de cette flotte mobile complètement disparate de différents devices, de différentes versions d'operating system, et puis comment surtout je diminue mon risque lié à l'information qui se promène un petit peu partout. Quand on parle d'intégrer avec qu'est-ce qu'on a, j'ai déjà un annuaire d'identité, j'ai souvent un système qui va me permettre de gérer mes flops de laptop et de serveurs, et comment j'intègre tout ça pour avoir pas encore une multiplication de plateformes et de consoles pour gérer tout ça. Donc c'est là où arrive la suite, ce qu'on appelle EMS et Enterprise Mobility Suite, qui va changer de nom dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter la notion de sécurité. Donc ça va plus être la mobilité, ça va être mobilité et sécurité au niveau de la suite. Donc on a le périmètre on-premises comme on dit, puis on a le cloud géré, là où on va avoir Office 365 et on va avoir un paquet d'autres applications de sécurité. Donc ça c'est la suite qui s'appuie sur 4 piliers principaux. D'accord. Je vais aller un petit peu en détail de chacun de ces piliers-là. Si je parle en quelques exemples de clients, ça c'est des clients assez généraux, vous connaissez tous des grands noms, là, comme on fait dans les slides marketing. Au Canada, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont adopté EMS. Il y a des grandes banques, il y a des entreprises dans le domaine du manufacturier, dans l'aéronautique également, qui ont employé la suite EMS et de plus en plus de clients là. La tendance est extrêmement forte, c'est-à-dire que EMS c'est la suite de Microsoft qui a le plus grand taux d'accélération et de vente dans l'histoire de Microsoft. Et pour vous dire un petit peu comment Microsoft se situe au niveau de la sécurité, l'an dernier on a investi $1 milliard dans la sécurité. C'est des chiffres que les gens savent rarement parce qu'on n'est pas vu comme une société purement de sécurité. On fonctionne beaucoup par acquisition, enfin par LinkedIn avant-hier, qui n'est pas lié à la sécurité. Mais c'est sûr que ça relativise là, les 26 milliards d'hier, puis le milliard sur la sécurité, mais c'est quand même des chiffres intéressants. Et on a acheté beaucoup dans la dernière année des sociétés basées en Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont ce qu'on appelle le state of the art en matière de cybersécurité. Donc c'est souvent des anciens membres des services secrets du Mossad qui sont partis dans le privé, qui ont monté des sociétés et qui sont à la pointe de sécurisation du cloud. Donc des compagnies comme Adallom, Maoreto, Secure Island, et Kivio, c'est 4 compagnies qui ont été achetées par Microsoft dans la dernière année, puis qu'on intègre au fur et à mesure, majoritairement dans les suites EMS, puis je vais en parler un petit peu. Donc la première chose très importante à comprendre, c'est le phénomène de l'identité. Pourquoi? Parce que Microsoft a une position prépondérante au niveau de la gestion de l'identité, au niveau de la télémétrie de l'information qu'on a. Pourquoi? Parce que on gère 1 milliard d'authentifications par jour dans AD, que ce soit on-prem ou dans Azure AD. Ça inclut évidemment Xbox Live, donc la partie consumer, puis la partie entreprise. Également, 90% des entreprises utilisent AD évidemment, donc ça fait beaucoup de comptes à gérer. Et puis, ce qui est intéressant au niveau de la sécurité, c'est ça. C'est qu'au niveau des attaques et des intrusions, 76% sont dus à cause d'identités credentials qui sont compromises. Et ça aussi, c'est un chiffre très important, c'est ce qu'on appelle le time to detect, c'est-à-dire qu'entre le moment où il y a une intrusion en ce moment et le moment où une entreprise est capable de détecter l'intrusion, il y a une moyenne, c'est une moyenne de 243 jours. Donc imaginez le dégât qu'on peut faire en 243 jours quand on laisse un hacker, peu importe ses intentions, naviguer dans vos ressources, dans vos serveurs, dans vos fichiers, dans vos données. Donc l'objectif de la suite EMS, dès le départ, c'est de réduire ce qu'on appelle le Zero Day Detection. Je veux réduire ce 243 jours au minimum, pour que l'impact et le risque soient le plus bas possible. Donc toute cette information-là, toute cette télémétrie, nous on la met dans ce qu'on appelle un security graph, donc c'est une espèce d'intelligence artificielle qui va essayer de comprendre avec des templates de machine learning
toutes les tendances, les attaques. On a aussi ce qu'on appelle le Security Operations Center à Seattle qui a été créé. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont carrément sur le marché noir pour voir qui est en train de vendre des listes d'emails, des listes d'identité. Puis ils intègrent toutes ces informations-là dans ce machine learning, dans cette intelligence, pour le retranscrire après dans les outils de détection qu'on va voir. Donc la partie identité, c'est le produit, puis je ne vais pas vous assommer avec les noms de produits, là, mais Azure AD Premium, d'accord, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Azure AD, c'est en gros les étapes d'une journée dans le cloud que vous avez dû voir aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, mais vous avez votre AD on-premises dans votre domaine controller, vous voulez le porter dans le cloud, vous allez mettre Azure AD Connect, c'est un outil de synchronisation, puis là vous allez pousser vos users, vos groupes tranquillement dans Azure AD. Azure AD, qui est un outil de gestion d'identité comme votre Azure on-prem, lui, il a un layer supplémentaire de fonctionnalités qui s'appelle Premium, qui vient avec un paquet de fonctionnalités en plus, qui sont détaillées ici. Je commence par celle-là, c'est l'identité commune. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle va se passer plutôt on-premise. La réalité, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Forefront Identity Manager, c'est comme ça, donc maintenant ça s'appelle MIM, Microsoft Identity Manager, ça vient avec EMS. Puis ça va permettre quoi? Ça va permettre de gérer votre employee life cycle de façon beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que quand vous avez votre système HR, par exemple, vous avez un nouvel employé qui arrive, généralement on crée son profil en premier dans le système de ressources humaines, son nom, son prénom, son adresse, salaire, ainsi de suite. Là, généralement, manuellement, là, il y a un admin qui reçoit un mail, puis il va dans AD, puis là, il crée son mail, puis après, il va dans le système de RP, SAP, puis là, il va créer le profil, ainsi de suite. MIM, ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'automatiser tout ce cycle-là. C'est-à-dire qu'on va le créer à une seule place, puis là, on va fédérer les identités à travers toutes les différentes applications dans un processus automatique. C'est ça l'intérêt de... Si on parle du single sign-on, évidemment, pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, on va essayer d'augmenter la productivité des utilisateurs, donc on ne veut pas qu'ils aient à prompter tout le temps leur password. Donc ça, on va essayer de leur offrir une belle expérience. Donc là, Azure AD Premium a une liste d'à peu près en ce moment 2600, puis ça augmente tous les jours, d'applications qui sont fédérées avec Azure AD. Donc ça veut dire qu'à partir d'une seule identité, on va se loguer une seule fois sur notre machine. Puis après, en cliquant sur l'ensemble des applications, qu'elles soient third party Office 365 ou on-prem, on va être capable de se loguer sans avoir à se authentifier. Ça, c'est la partie SSO. L'expérience self-service, ça c'est quoi? C'est donner la capacité à l'utilisateur de resetter lui-même son password. Donc là, vous comprenez, puis surtout, je ne sais pas s'il y a des gens de l'éducation, mais là, il y a un ROI instantané. Là, le temps que peut passer des pays à répondre à des téléphones pour resetter un password, on oublie ça. On l'enlève, là, tout ce temps-là, toute cette énergie gâchée, cette non-valeur ajoutée. Là, l'utilisateur, à travers différents questionnaires qu'on va pouvoir configurer au niveau de l'administrateur, au niveau de ce qu'on appelle du MFA, donc Multi-Factor Authentication, on va pouvoir s'assurer que c'est bien lui, puis on va être capable après de lui faire resetter son password. Donc la fonction de write-back, c'est à partir du cloud, d'aller réécrire dans mon domaine contrôleur, dans mon AD on-prem, le password qui vient d'être reseté. C'est Adrenaline qui va permettre cette fonctionnalité. Et puis il va pouvoir aussi définir ses critères de multifacteur authentification. C'est-à-dire que, ça je vais y revenir, mais ce que propose AD Premium, c'est de faire du multifactor, c'est-à-dire que vous voulez vous loguer à une application, par exemple, je vais définir une règle que tous les gens qui veulent accéder à une application en dehors de mon périmètre, à partir d'un device, je vais leur demander 2 facteurs pour s'authentifier. Donc leur password d'une part, et après je vais leur demander, par exemple, qu'ils vont recevoir un appel sur leur téléphone portable, puis ils doivent répondre. Ils vont recevoir un SMS avec un code, comme les Facebook de ce monde-là. Ou alors ça va être biométrique, il va devoir mettre son empreinte sur son iPhone pour être capable de se loguer. Je peux mettre 3, 4, 5 facteurs, je peux les définir. Puis dans ce self-service experience, l'utilisateur va lui-même pouvoir mettre son téléphone et tester ce système-là pour qu'il soit en fonction. Et puis il va pouvoir aussi provisionner, déprovisionner éventuellement des applications, accéder à des applications à travers ce portail-là. Et Emma le montrera tantôt. Dans tes communes, on en a parlé. L'accès conditionnel, je vais en parler le slide d'après, donc je remets ça. Puis ça, c'est application. Alors ça, c'est super intéressant. Ça vient avec un module qu'on appelle Cloud App Discovery. C'est comment je découvre l'ensemble du Shadow IT, c'est-à-dire toutes les applications qui sont utilisées par mes employés, dont je ne suis absolument pas au courant en tant que gestionnaire TI, parce qu'à un moment donné, je ne leur ai pas donné accès à partager un fichier. Donc là, je crée un compte Dropbox, les définitions pour eux. On perd complètement le contrôle finalement là, des données corporatives. Donc là, cet outil-là, lui, ce qu'il va faire, c'est avec des agents, il va être capable de nous dresser un listing assez exhaustif de l'ensemble des applications SaaS utilisées par mes utilisateurs, en donnant leur nom, leur IP, puis la volumétrie un petit peu pour qu'on comprenne. Si on se dit qu'il y a peut-être, je sais pas, 200 personnes qui utilisent Dropbox, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà, je vais leur fournir quelque chose en plus. Je vais éventuellement leur bloquer l'accès à Dropbox à travers mes règles de firewall de WebSense. Et puis je vais être capable d'adresser ce besoin-là si j'ai du volume là-dessus.
Donc ça, l'accès conditionnel, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est comment, quand je veux accéder à l'ensemble de ces ressources-là, qu'elles soient on-premises, que ce soit les applis SaaS tierce partie, en Dropbox, ServiceNow, SAP, whatever, ou Dropbox même, ou Office 365, je veux donner des règles. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait des règles de sécurité en fonction de ces conditions qui soient basées sur les attributs de mes utilisateurs, leur identité, à quel groupe ils appartiennent, c'est quoi la méthode forte d'authentification, est-ce qu'il y a du multifacteur, ainsi de suite. Par rapport à leur device, est-ce que leur device il est joint au domaine, est-ce qu'il est compliant, est-ce qu'il n'est pas jailbreaké, est-ce qu'ils ont la bonne version de l'iOS qui m'intéresse, la bonne version d'Android parce que j'ai dit que c'était pas en bas de 4.4. Au niveau de l'application, je peux mettre des politiques par application, et puis je peux dire en fonction si c'est un client riche ou un client mobile. Et puis après, par rapport à sa localisation. Donc là, je peux donner, par exemple, si je veux délimiter si la personne est en dehors de mon périmètre ou dans mon périmètre, je vais donner un IP range là, pour définir ça. Puis là-dessus, en fonction du profil du risque aussi, je vais pouvoir prendre action. Soit je vais autoriser l'accès à la ressource, soit je vais pousser, prompter du multifactor, donc pour m'assurer que c'est vraiment la personne qu'elle y est, ou alors je vais carrément bloquer l'accès. Ça se repose, en fait, toutes ces conditions se reposent sur l'ensemble de tous les produits, c'est pas juste Azure AD Premium dans la filière. Ça, je vais laisser parler Eman, puisque c'est son bébé, cette solution-là. Il faut comprendre que toutes les solutions que je vais présenter là sont cloud-based, d'accord, donc il n'y a pas de déploiement à faire en premises, sauf celle-ci. Pourquoi? Parce que les autres solutions, ça s'arrange de sécuriser le web. Par contre, si vous êtes déjà infecté, si vous êtes déjà compromis on-premises, ça ne sert à rien de sécuriser juste le web. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec cette solution-là, qui vient d'une acquisition aussi d'une compagnie qui s'appelait Aureto, en Israël encore, pour être capable de gérer les comportements anormaux des individus à l'intérieur de mon périmètre. D'accord, donc je vais laisser Eman parler de ça, puis il va vous montrer aussi les écrans après du rendu de cette application. OK. Juste pour vous expliquer, l'application qu'on vient juste mentionner, on appelle ça Advanced Threat Analytics. Considérez votre carte de crédit. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion d'avoir sa carte de crédit volée, puis Mastercard l'appelle, puis dit votre carte a été volée, tandis que vous n'avez rien fait de bizarre? C'est exactement la même idée, mais basée sur l'accès d'AD. Okay? Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est capable de regarder des intrusions, des détections qui arrivent day in, day out, que vous faites, si vous faites déjà avec des logiciels SIEM, analysant les logs, analysant les authentifications. Mais aussi, en plus de ça, c'est regarder la deuxième partie, ce qu'on appelle du Behavior Analytics. Le Behavior Analytics, c'est de savoir que Eman, il se log tout le temps avec son laptop et il s'authentifie à travers le DC qui est à Montréal. Puis tout d'un coup, je vois que son compte, avec le bon username et le bon mot de passe, se log à travers Toronto, à travers Vancouver, pour avoir accès à plusieurs serveurs de fichiers. Et c'est ce qui s'est passé avec Snowden, on appelle ça l'effet Snowden, quand il a volé tous les documents critiques qu'il a pu voler. Il a utilisé ses credentials, il avait le droit de faire ça. Mais techniquement parlant, il n'était pas supposé faire ça. Il n'y avait pas aucune détection. Avec cet outil, il y a l'engin de détection. Si moi, je ne suis pas supposé me loguer à 8 h du soir chez moi à la maison, tout d'un coup, je me connecte à travers mon laptop ou d'une machine qui ne m'appartient pas à moi à 8 h du soir, tout ça est flagué, tout ça est détecté. Mais à part ça, la beauté de cette application, c'est exactement ce que je vais vous montrer tantôt. Tout de suite, c'est ça. Okay. C'est le graphique. Ils ont fait le graphique en mode Facebook style, social media style. Okay. Fait qu'on voit une attaque qui est présente, par exemple, ici, Remote Execution Attempts. Ah, vous ne voyez pas tout l'écran en passant. Je vais juste enlever ça. Excusez. OK. Si je vous montre ici, par exemple, ça, Identity Theft Pass the Hash Attacks. Okay. Ça vous dit c'est quoi l'attaque qui a lieu, c'est quoi le niveau d'importance de ça. Ça vous montre exactement le passage de cette attaque, comment il y a eu lieu. Il y a une machine qui a été utilisée avec le compte Kerberos pour avoir accès à une autre machine qui n'est pas supposée, puis ils ont eu accès à un DC, puis là, il y a eu une passe de hash. Je ne vais pas aller vraiment... Il y a quelqu'un qui est technique ici? Okay. Vous connaissez c'est quoi passe de hash, passe de ticket pour Kerberos? L'idée de l'authentification de Kerberos, c'est comme avoir accès à la ronde. Pour aller à la ronde, on se présente, on donne notre carte de crédit, on achète un billet, il nous donne un bracelet. Le billet Kerberos, c'est le bracelet rouge qu'on a, et le reçu de notre carte de crédit, c'est le hash. Okay? Alors, si moi je suis capable de voler l'un ou l'autre, je peux avoir accès à toutes les rides de la ronde durant cette journée.
Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que si moi je suis un domaine admin, puis quelqu'un est capable de voler mes credentials, ça ne va pas être détecté et je pourrais avoir accès comme étant un domaine admin et faire ce que je veux. L'outil ici le détecte. Il vous dit exactement comment remédier. Si je vous montre un autre genre d'attaque, par exemple ici, suspicion of identity theft based on abnormal behavior. Si on voit ici, ça me donne l'utilisateur qui a été flagué. C'est quoi ces machines normales qu'il utilise normalement? Fait que si je clique dessus, je vais trouver qu'il utilise d'habitude son laptop et son desktop. Tout d'un coup, il a 6 machines il a pu avoir accès à 6 machines. Il te les liste, les machines. Puis si je m'en vais plus loin, mais je ne veux pas faire ça pour vous pas avoir d'évidence, ça vous dit c'est quoi ce genre de machine, c'est un serveur, c'est quoi les services là-dessus, etc. Et il s'est authentifié à travers le DC1, Kerberos, et vous voyez que c'est correct. Puis voici les ressources qu'il a eu accès qui n'est pas supposé en avoir accès. Mais la beauté de ça, c'est que si moi je dis, non, mais Iman, il vient juste changer un département. Fait que ça va être un false positive. Alors je vais dire que ça c'est un false positive, il y a du machine learning là-dedans, puis il va détecter ça et puis il va plus flaguer. Une autre chose, c'est que comment il va pouvoir être capable de détecter le behavior, c'est qu'il va aller dans AD, il va voir Iman, il est membre du groupe X, et son manager c'est Jérôme, puis il y a un autre collègue à lui qui est membre du même groupe, qui est son manager Jérôme. C'est quoi les accès que chacun est en train de faire? Fait que basé sur toute cette connaissance à travers AD, à travers les authentifications qu'on a, à travers les accès de l'utilisateur pendant les 3 dernières semaines et plus, on est capable de détecter tout ça. Bien sûr, toutes les autres attaques de account enumeration, account lockout, tous ces genres d'attaques que vous connaissez sont aussi flaguées à travers l'outil. Alors, ça, c'est pour sécuriser votre accès dans votre AD qui existe on-prem aujourd'hui. Et après ça, une fois que vous allez dans le cloud, ça va être sécurisé avec toutes les autres parties du suite EMS. Question? Ça, c'est toujours SaaS? Non, Ça, c'est on-prem. On-prem? C'est la seule qui est on-prem, ça. Ça, c'est fully on-prem. Fait qu'aujourd'hui, quand on a dit cloud, les gens ont dit, OK, je vais aller cloud, mais je ne vais pas aller fully cloud. Il y a vraiment un très petit peu de clients qui s'en vont fully cloud. Il reste AD on-prem et AD on the cloud. Si nous, on vous sécurise AD on the cloud, mais vous ne sécurisez pas AD on-prem, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va être la porte d'entrée d'une attaque. Ça, c'est pour ça. Quand tu parlais de log tantôt, ça te prend-tu un serveur de log ou c'est inclus à l'intérieur de ça? OK, pour vous parler de l'architecture là-dessus, c'est que ça, il y a 2 types de serveurs qui s'installent. Il y a un serveur qui s'appelle le gateway et il y a le serveur qui s'appelle le center. Okay? Le gateway, tu vas installer roughly un gateway par contrôle de domaine que tu as. Tu veux aller plus loin, tu peux aller dire un DC par site que j'ai. Par exemple, à Montréal, j'ai 4 DC, fait qu'à Montréal, je vais installer un seul gateway. Ça dépend du nombre d'authentifications, de trafic qui se passe sur les DC d'habitude. Okay? Il y a un article qui te dit comment scaler ça. Mais disons que roughly, tu as un gateway par DC et un seul center qui va regarder l'information de partout, il va te donner les détails. Maintenant, il n'y a pas d'agent à installer. Okay? Ça utilise la technologie du port mirroring. Alors, il n'y a pas d'agent à installer, il n'y a pas de règles à définir. Out of the box, ça fonctionne. Fait que la seule chose que vous devez faire, c'est installer les gateways, installer le center et laisser rouler et ça flatte tout. Jour 1, on est capable de détecter un certain nombre d'attaques. Et après, ça prend 30 jours avec le machine learning pour apprendre des comportements. Puis les comportements, c'est par exemple, j'ai l'habitude de travailler de 8h à 5h, puis de me loguer de ma machine. Le système va détecter que genre je me log à minuit, puis là je me log d'après 4 machines différentes, puis j'accède à 7 serveurs, j'ai pas l'habitude d'accéder. Là, on va flaguer un risque élevé. Et si vous utilisez la technologie SIEM, c'est que l'outil ATI peut s'intégrer avec le syslog de SIEM. Fait que c'est bidirectionnel. On peut donner ce qu'on a trouvé au SIEM, puis on peut prendre du SIEM et puis vous flaguez ça. Pourquoi on dit qu'il faut installer les gateways partout, sur tous les DC? Parce que moi aussi, j'essaie de faire des attaques sur le DC de Montréal, puis là, je m'en vais sur Vancouver, puis là, je m'en vais en Europe. Là, les gateways vont communiquer ensemble avec le center et vous allez avoir une vision globale. Tandis que si tu analyses les logs sur chaque DC, ça ne sera pas fini. Tu peux-tu ajouter d'autres ressources? Exemple, des alertes sur serveur, firewall, des choses Non, comme ça? en ce moment, ça c'est juste pour l'authentification, puis pour le DNS. Je te dirais que si tu poses cette question-là, ça va être plus ce qu'on appelle OMS, Operating Management Suite. Donc là, qui va être un espèce de portail qui, lui, va concaténer l'ensemble de plein d'éléments comme ça. ATF va en être un. Ouais. Tu vas avoir du Advanced Threat Protection qui va aussi l'intégrer, du Azure AD qui va envoyer les reports dedans, ça va te faire une espèce de portail consolidé là, pour avoir l'accès à tous ces... Puis aujourd'hui, ATA s'intègre avec OMS, fait qu'il y a un agent pour, ça s'intègre avec. Puis on s'entend que ça fait pas de mitigation. Donc ça donne, tu vois, ça donne les alertes,
Puis après, ça te met une liste de recommandations. Est-ce que tu dois désactiver le profil, changer le mot de passe de la ressource, rebooter le serveur, tout simplement. Là, mais ça ne fait pas de mitigation en temps réel. Par contre, il y a un autre produit qui est encore en preview, là, mais dont je peux vous parler, qui s'appelle Azure AD Identity Protection. Donc là, qui est par contre cloud-based, qui lui va permettre, en fonction de rapports du même style, mais dans le cloud, de faire de la mitigation en temps réel. Donc je vais définir des règles en fonction de risques qui se présentent, et je vais définir des réactions à ça. Donc je vais compter du MFA ou ainsi de suite sur les identités qui sont à risque. Okay. Un autre exemple ici, comme brute force attack using LDAP bind, fait que on fait du Kerberos, on fait du LDAP, on fait du DNS, reconnaissance, ça vous dit exactement qui a été attaqué, qui est potentiel d'avoir été attaqué. Fait que pas seulement vous savez qu'il y a une attaque, mais c'est quoi les ressources qui ont été attaquées. Okay. Puis bien sûr, vous pouvez prendre une mitigation beaucoup plus directe, beaucoup plus simple, parce que vous savez quel compte, ok, tu appelles l'utilisateur, tu dis ton compte en désactive ou en reset, la machine qui est la source, tu peux la faire sortir du réseau, tu peux prendre des actions avec. C'est un logiciel, même s'il est on-prem, qui est très souvent mis à jour. Là, on est mis ça en place en septembre, je pense qu'on est déjà à 1.6. Ouais, donc ce qu'on fait, c'est qu'on intègre aussi toute l'intelligence dont je parlais tantôt du Security Graph. On va la mettre aussi là-dedans. Là. Les tendances des différentes attaques, les nouveaux modes opérandus, on va les mettre là-dedans, dans ce système-là à chaque côté. C'est bon? C'est good? Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Mais moi ça me paraît un must, là, parce qu'il n'y a rien d'autre, aucune application, aucun vendor qui est capable de faire cette détection-là. Est-ce que l'outil permet d'apprendre de la propre infrastructure de l'entreprise? C'est ça qu'elle fait, c'est ça. Le machine learning, c'est vraiment, ça apprend des habitudes et des comportements et du trafic qui se passe à l'intérieur du Est-ce qu'il y a aussi une accumulation de connaissances de chimie de croissance? Le logiciel est populé au fur et à mesure? Oui, c'est ça que j'expliquais. En fait, à chaque mise à jour, puis elles sont très fréquentes, là, quasiment aux 2 mois, je te dirais, il y a une nouvelle version qui est disponible. On va rajouter toute l'intelligence et la télémétrie qu'on a absorbée. Il y a deux choses aussi, ok? À chaque fois qu'un client installe l'outil, il y a des informations qui sont capturées de votre environnement qui est envoyé à Microsoft. Rien de privé. On dit juste le nombre d'authentifications qui ont eu lieu, les attaques qu'on a détectées, etc. Pour être capable de voir s'il y a une attaque qui arrive, encore une fois, comme on a fait avec l'idée du gateway, d'aller à Vancouver ou Toronto, mais on veut voir s'il y a une attaque qui arrive à Montréal chez plusieurs clients. Fait qu'on dit, faites attention, il y a un trend qui arrive, il y a un behavior. Ça, c'est pas forcé, vous pouvez opter out, vous pouvez aller dire, on veut rien là-dessus. Par contre, l'outil lui-même se met à jour, on vous l'annonce, automatiquement, quand vous êtes prêt, vous dit il y a une nouvelle version, avec toutes les attaques, avec tout le machine learning qu'on a eu, on vous le donne, puis votre choix, bien sûr, de le mettre à jour. Là, on voit un peu la liste exhaustive des différentes attaques qui sont, que ce soit les attaques malicieuses ou les comportements anormaux. Bon, l'étape suivante, c'est quoi? Là, on a compris que j'ai bien sécurisé mon identité. Correct. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le device. Le device et les applications. Comment je vais m'assurer de sécuriser ça? Donc ça, c'est le produit qu'on appelle Intune, dont vous avez sûrement entendu parler. Je dirais que pour être bien franc, là, de toute la gamme que je vous montre là, c'est peut-être le produit qui est le moins mature. C'est un produit sur lequel il y a énormément d'investissements en ce moment. On a des concurrents qui sont plus matures que nous sur le marché. Si j'en cite deux, c'est AirWatch puis Mobile Iron par exemple. Mais on est en train de gagner énormément de distance sur eux. Et la tendance actuellement, on est quasiment, dans les 3 derniers mois, je crois, nous on a 4500 clients, pendant que AirWatch et nos concurrents, on avait à peu près 1500. Donc, la tendance est vraiment, ça part sur OMS. Et ce produit-là, il est vraiment en partance. Donc lui, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Comme tout bon MDM, Mobile Device Management, il va permettre d'enrôler le device, d'aller pousser des certificats, pousser des profils VPN, pousser un certain nombre d'informations, des applications sur ce device-là, et puis de gérer un petit peu la compliance de ce device. Donc ça, c'est des choses un petit peu traditionnelles. On a aussi un mode kiosque, ce qu'on appelle, où on va pouvoir bloquer complètement l'ensemble des fonctionnalités, puis donner accès, par exemple, à une seule application. Ça peut être intéressant dans le cas, par exemple, d'un iPad qui est dans un kiosque ou à disposition du public, puis on va juste accéder à une application, on va bloquer tous les devices, tous les settings qui peuvent être modifiés. Donc ça, c'est l'intéressant. Quand on parle de Single Console to Manage Devices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'entreprises ont SCCM. Vous connaissez tous SCCM, System Center Config Manager. Donc c'est quoi? C'est l'outil que vous allez pouvoir gérer, avec lequel vous allez pouvoir gérer vos laptops, vos ordinateurs, de l'ensemble de vos employés. Ben, Intune peut s'intégrer avec SCCM. C'est-à-dire qu'on va rester avec une seule console qui est SCCM, et à travers Intune, donc à travers le cloud, on va être capable de gérer de la même façon l'ensemble de ma flotte de mobiles avec une seule console. Ça c'est l'intérêt d'utiliser l'existant qu'on a vu. Évidemment, simplifier l'enrôlement et l'enregistration, toujours dans cette idée d'enlever un petit peu la charge sur les TI. On va voir qu'il y a beaucoup de self-service là-dedans.
Donc la partie vraiment intéressante et très différenciatrice, c'est ce qu'on appelle le MAM, Mobile Application Management. Pourquoi? Parce que dans un scénario qui est de plus en plus fréquent du BYOD, Bring Your Own Device, donc les personnes veulent travailler sur leur propre device, ils ne veulent pas l'enrôler. D'accord? Je ne veux pas que moi, éventuellement même que les TI Microsoft, soient capables de gérer ou d'enrôler mon téléphone. Je ne sais pas à quoi ils ont accès exactement, c'est mon téléphone. Par contre, quand j'accède à de l'information, si je veux quand même travailler dessus, il faut que ce soit sécuritaire. Donc ça, ce qu'on appelle la gestion des applications, elle va s'appliquer sur les suites Office 365 pour l'instant. Il y a un SDK, une API, ce qu'on appelle Intune Wrapping, qui permet à des applications que vous développeriez vous-même d'intégrer cette capacité MAM. Qu'est-ce qu'elle va permettre, elle, sur un device? C'est de ségréguer les données corporatives des données personnelles dans une même application. Donc, c'est-à-dire que je vais installer, par exemple, j'utilise Excel pour gérer mes finances personnelles, puis en même temps, j'accède à, je sais pas, aux fichiers de paye ou à de l'information confidentielle ou sensible de l'information de la compagnie. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, copier-coller une cellule, mais je vais être incapable de la coller dans une application qui n'est pas gérée sur mon device. Par exemple, je la prends d'Excel, j'essaie de la coller dans mon Notes d'Apple, je ne suis pas capable. Pareil dans un mail, je ne vais pas être capable d'aller copier-coller de l'information d'un spreadsheet Excel dans un compte mail qui serait personnel. L'autre intérêt, c'est que je vais pouvoir aussi obliger la personne à sauvegarder ses fichiers corporatifs dans l'espace que j'ai géré. C'est-à-dire que si quelqu'un prend son fichier qu'il a reçu sur son iPhone, par exemple, il peut essayer de le sauvegarder dans Dropbox, on va lui refuser, puis on va l'obliger d'aller dans OneDrive for Business qui est géré par l'équipe. L'autre scénario, évidemment, qui est important, c'est la partie du selective wipe. C'est-à-dire dans le cas où je me fais voler mon device, ou que la personne est remerciée éventuellement de l'entreprise, je vais être capable à distance de supprimer uniquement ses données corporatives, mais de lui laisser l'intégralité de ses données personnelles. Donc ça évite de faire un wipe complet du téléphone, surtout quand c'est celui de la personne propre. Ça, on est la seule solution à proposer ça, évidemment, par rapport à l'intégration avec Office 365. Donc si je résume le scénario un peu de MAM, MDM, de l'ensemble en fait de la suite EMS sur un exemple du email. Donc je reçois un email, je vais sécuriser mon device, ça c'est optionnel, ça c'est important à comprendre, c'est que justement dans le cadre du MAM, je ne suis pas obligé, je peux faire du MAM en enrôlant mon device, mais je peux faire du MAM sans enrôler mon device, donc ça reste optionnel de gérer l'équipement lui-même. Je vais avoir sécurisé l'identité, je vais sécuriser l'application aussi, puis je vais sécuriser au final, au plus granulaire, la donnée. Pourquoi? Parce que demain, je me fais voler mon device, je veux faire un wipe. Si le device n'est pas connecté à Internet, je ne peux pas le wiper. Quoi qu'il arrive, la personne va être capable, si elle l'a volé de façon malicieuse, si elle ne connecte pas à Internet, d'accéder aux données et à l'information. Donc si on veut éviter ce scénario, ultimement, on va aller sécuriser la donnée. Et sécuriser la donnée, ça veut dire que la sécurité doit suivre la donnée, peu importe où elle se trouve. Ça, c'est la dernière partie de ma suite EMS. Vous êtes peut-être familiers tous avec ce qu'on appelle ADRMS, c'est Right Management Services, qui est on-premises. Là, on vient avec une solution qui est dans le cloud. Donc ADRMS prenait beaucoup de ressources, beaucoup d'infrastructures à installer, c'est compliqué. Là, on n'a plus rien à installer. On va arriver avec des scénarios très simples pour sécuriser les fichiers. On va vous faire des démos, ça va être plus parlant. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je vais encrypter mon fichier, soit at rest, c'est-à-dire quand il est disposé sur un répertoire, sur mon ordinateur, soit je vais faire ce qu'on appelle du share and protect, c'est-à-dire je veux partager mon fichier avec une autre organisation, avec des collègues, avec un groupe de travail, mais je veux lui appliquer des restrictions au niveau de l'accès et de qu'est-ce que je peux en faire. Alors, par exemple, je veux dire, ce fichier-là, je veux juste qu'on puisse le voir, mais je ne veux pas qu'on puisse ni modifier, ni l'imprimer, ni le forwarder à personne. Je ne veux pas qu'on puisse faire une capture d'écran de ce fichier-là. Donc là, je vais pouvoir aller granulaire dans l'ensemble de ces fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, cette noix, cette nutshell de protection de ton fichier va le suivre peu importe où il est. Que je le prenne, je le mets sur une clé USB, je le mets à la maison, sur un serveur, je vais toujours avoir cette noix. Puis la clé pour déverrouiller ça, c'est l'identité. Donc je vais devoir m'authentifier pour accéder à ce fichier-là. Puis en m'authentifiant, je vais savoir à quel groupe j'appartiens, donc quel type de droit j'ai sur ce fichier. Donc si on part, ici on va avoir, évidemment c'est n'importe quel type de fichier. Je ne parle pas juste d'Office 365, ça peut être des PDF, ça peut être des fichiers vidéo, des images, peu importe. On peut prendre toutes les applications là-dedans. On peut ajouter évidemment avec un SDK également là-dessus. L'intérêt aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle du FCI, c'est un espèce de, on va parler de ça comme un automate qui va être capable de faire ça en batch sur des serveurs. Donc je vais déployer sur un serveur cet automate-là, puis lui il va être capable d'aller prendre des répertoires au complet, d'aller prendre des drives au complet, puis d'aller les encrypter en masse. Donc ça évite de faire ça à la main forcément, surtout quand on a un héritage qui est existant d'un certain nombre de fichiers.
il y a une fonction là-dedans qui va permettre d'aller crawler un petit peu le contenu. Alors, je peux définir avec PowerShell certains mots-clés, certains triggers qui vont encrypter le fichier avec un certain niveau de confidentialité. Donc si je dis par exemple, à chaque fois que j'ai quelque chose qui ressemble à un numéro d'assurance sociale, qui ressemble à un numéro de carte de crédit, automatiquement je vais scanner mes drives, puis ça va les encrypter en iBusiness Impact par exemple, qui est le format le plus sensible. Donc là on va juste être en view only par exemple pour tout le monde. Okay, est-ce que c'est un peu clair cette notion? Donc ça c'est le CI. On va être capable de s'authentifier évidemment pour les users internes et pour les users externes pour essayer d'accéder au fichier. Et puis après, l'intérêt aussi, c'est que l'auteur en fait, du fichier, lui, il va avoir accès à une interface dans le cloud où il va pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe avec son fichier. Donc il va avoir comme une espèce de timeline très visuelle, où il va voir, bah là, il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir de tel endroit, qui a essayé d'accéder 5 fois là, puis là, il a donné 4 fois le mauvais mot de passe. Quelqu'un à qui je n'ai pas donné accès a essayé d'accéder à mes fichiers. Ce que je vais pouvoir faire aussi sur mon fichier, c'est mettre une time bomb. Donc, je veux dire, mon fichier, il peut être ouvert que pendant 30 jours. Après 30 jours, il est expiré. Personne ne peut y avoir accès. Je peux révoquer à distance mes accès. Je dis, bah, dans ce fichier, je ne veux plus que cette personne-là ait accès. Je vais révoquer à distance. Puis ça va quand même continuer à auditer les tentatives d'accès. Donc ça peut être intéressant dans l'idée où je me suis trompé, je ne voulais pas finalement révoquer, où j'avais mis une time bomb, puis là, il faudrait quand même que ça ait accès. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'accéder 3 fois, je vais redonner l'accès éventuellement. Le scan du fichier, est-ce que c'est obligatoirement d'avoir une stratégie de DLP au parallèle pour avoir scanner ça ou c'est dépendant? C'est sûr que tu as 2 niveaux là-dedans. Je te dirais que dans un projet de data protection, ça va être la gouvernance qui va être ta première étape, ton premier pilier. C'est-à-dire définir tes règles. Tu vas avoir un outil dans lequel tu vas définir tes scripts, tes règles. Comment dire ça? Je pense que Azure RMS tel qu'il est là n'est pas forcément pour l'instant le meilleur outil pour faire ça, c'est-à-dire faire cette automatisation. C'est pour ça que l'an dernier on a acheté une compagnie encore israélienne qui s'appelle Secure Island, qui elle était spécialisée uniquement dans une chose, la classification intelligente des données. Ce produit-là va être intégré dès l'automne, mettons, il va sortir, ça va s'appeler MSIP, Microsoft Information Protection. Il va intégrer avec Azure RMS. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre d'aller chercher intelligemment dans le contenu du fichier tous les éléments qui vont pouvoir trigger un niveau de protection. Mais de façon beaucoup plus intelligente que ça le fait actuellement avec le FCI, c'est l'outil dont je parlais. Il faut vraiment que tu ailles définir les mots, puis les codes et tout ça avec du PowerShell. Là, on va aller sur un mode beaucoup plus intelligent, en lien avec beaucoup de compliance. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, je travaille avec des compagnies aériennes qui doivent respecter la norme ITAR, qui est une norme ultra haute au niveau des données militaires, des avions, des plans des avions, tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour eux les intéresse parce qu'on voit avec Secure Island aller scroller tous les fichiers qui peuvent contenir des informations sur du militaire américain par exemple, puis ressortir ça en fonction d'une norme et appliquer la sécurité qui vient avec cette compagnie. Donc ça c'est pas encore disponible. Et il faut juste ajouter qu'il y a l'outil de File Service Resource Manager qui déjà commence à vous donner un niveau pas mal avancé de cette classification, avec lequel vous pouvez, basé sur les attributs qui viennent d'AD, classifier les fichiers eux-mêmes. Dire que c'est high impact ou non, ça appartient à quel département, à quelle compagnie, de sorte que ça se classifie de façon automatique. Est-ce que vous êtes tous familiers avec... Non. Voilà, je te le fais. Ah, parce qu'on a eu cancel. Est-ce que vous prenez tous beaucoup attention à Gartner quand vous avez une décision à prendre généralement pour un choix de solution? Oui. L'abonnement coûte cher, mais c'est quand même intéressant. Et juste pour vous dire, puis on est assez fiers, je pense qu'ils ont publié pas mal tous les résultats, les derniers cadrans, les cadrans magiques, il y a une semaine. Dans toutes les solutions que je vous ai présentées, il y en a 2 qui sont ce qu'on appelle IDaaS, c'est Identity as a Service, où Microsoft est passé maintenant top leader dans le quadrant. Et puis ce qui est Information Protection, dans ce qu'on vient de voir, Azure RMS, pareil, top leader, top visionnaire dans les cadrans de Gartner, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Puis on vient là, il y a 10 minutes, j'ai reçu un mail comme quoi on était aussi devenus les leaders dans ce qu'on appelle le Mobile Application Development. C'est juste pour vous montrer la tendance que prend Microsoft dans ce first cloud, mobile first, cloud first, de cette approche qui est en adéquation avec les résultats. C'est le fait. 2 minutes. Là, 2 minutes, pour moi. Ça,
ça c'est super intéressant. Ça c'est vraiment la suite là. Encore une compagnie israélienne, Adalon, qu'on a transformé le nom, là, mais maintenant ça s'appelle Microsoft Cloud App Security. Donc ça fait quoi? En fait, ça fait tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu là, mais pour toutes les applis SaaS dans le cloud. Il y en a 15 000. Donc, première phase, le discovery dont je vous ai parlé, il a trouvé les Shadow IT là, mais qui prenait un agent avec Azure AD Premium et tout ça. Ça le fait sans agent. Donc on va juste prendre nos firewalls, on les fait rerouter les règles dans un outil qui est cloud, qui s'appelle Cloud Security. Puis lui, il va être capable d'auditer là, mais extrêmement détaillé, tout le trafic de vos employés qui accèdent à des SaaS, du Shadow IT ou whatever. Là, ça va vous donner toute l'information sur les fichiers, qui fait quoi, quelle volumétrie, quelle date, quel type de user, quel range d'IP, de quel device, toute cette information-là. Et derrière, qu'est-ce qu'on va en faire? On va être capable de faire ce qu'on appelle du data control. Donc toutes les notions de DLP, de sécurisation des données structurées, non structurées, mais dans des applis SaaS, Salesforce, SAP, ServiceNow, Box, whatever, cette application, elle va les gérer. D'accord? Donc ça, c'est encore une étape d'après pour aller sécuriser mon scénario au complet. Et puis après, du threat protection. Donc tout ce qu'on a vu avant de Advanced Threat Analysis qui sécurisait mes identités on-premises, ben lui, il va le faire pareil à la fois. Lui en fait, il a toute cette intelligence au niveau de toutes ces 15 000 applications dans SaaS. Lui, il va prendre toutes les tendances des différentes attaques, puis il va être capable de nous alerter sur du vol d'identité, du mauvais accès à ces applications SaaS, même si ce n'est pas basé sur mon activité. Donc c'est la suite pour que le cercle finalement soit complet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris des fonctions de Cloud App Security puis on les a intégrées aussi dans Office 365. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les différents niveaux de licence dans Office 365. Il y a un SKU qui s'appelle E5, qui est le plus élevé. Lui, il va intégrer des grosses fonctions de ce qu'on appelle CAS dans Office 365. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec une fonction qui s'appelle Advanced Security Management dans Office 365, découvrir 1000 applications à peu près, pareil, en SaaS, mais qui sont toutes en lien avec des applications de productivité. Vous allez pouvoir faire du DLP, du data control et un petit peu de threat protection sur Office 365 et sur les applications de productivité. Okay. Bon, puis là c'est du résumé du marketing, là, mais l'intérêt, comme je disais, tout le temps à jour. Pourquoi? Parce qu'on est dans des applications à part ATA, pas forcément entièrement vrai. Ça fonctionne avec ce que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on intègre avec les CCM, on intègre avec votre Active Directory. Et puis évidemment, c'est quand même assez simple, je dirais. Ce qui est compliqué, c'est de définir les règles. Donc définir les règles au niveau de la gestion de mes mobiles, de mes applications, définir mes règles d'accès conditionnel en fonction de mes applications. Donc ce qui est long, c'est ça, c'est surtout la partie gouvernance. Mettre en place, là, c'est un clic. Je suis sur mon interface Azure AD, je dis OK, tous ces groupes-là, je leur applique les licences à des premium. C'est installé. Intune, c'est pareil. J'achète mes licences Intune, je les ai automatiquement. Azure RMS, c'est exactement pareil. Il n'y a que ATA, Advanced Threat Analytics, où l'installation est on-premises, qui elle prend un petit peu plus de travail et puis voilà, ça c'est un petit résumé, mais comme si je répétais au début mes 3 piliers, là, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers ça? C'est évidemment améliorer l'expérience, augmenter la productivité de mes utilisateurs dans leur scénario de mobilité. Je veux diminuer mes risques liés à ce changement de paradigme. Ça c'est quand même important, j'en dis 2 mots. Ça. Quand on parle de réduire les licences et les logiciels legacy, pourquoi? Parce que beaucoup de compagnies ont plein de logiciels pour faire tout ce dont je viens de vous parler. Ils vont avoir un SIEM, ils vont avoir des clés RSA pour faire du multifactor, ils vont avoir un système MDM, ils vont avoir des systèmes de sécurisation au niveau de l'AD, ils vont avoir d'autres systèmes pour gérer l'identité. Et là, on va pouvoir enlever tout ça, donc l'économie, les infrastructures qui sont gérées on-premises sur toutes ces applications-là qui sont généralement pas cloud, des frais de management, des frais de licence, des frais de support. Tout ça, on va l'intégrer dans une seule solution cloud qui est, comme toutes les solutions cloud chez Microsoft, par utilisateur par mois avec un coût en dollars. Et évidemment, qui prend le support. Comme on disait, réduire le coût de volume du helpdesk avec le self-service, le reset du password, l'auto-enrollment, l'accès aux applications SSO. Augmenter l'enregistration, l'accès au niveau des mobiles. Et puis la forte DTI pour gérer cette flotte. Ok, puis là, est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe aux démos qui va être plus parlant avec des écrans puis, c'est correct? Je te laisse.
on va les montrer dans l'ordre dans lequel on les a présentés. Là. Donc, montrer un peu Azure AD Premium d'abord. Au niveau toujours, on va essayer d'avoir deux choses, c'est de vous montrer l'expérience utilisateur, puis comment ça marche dans le back-end au niveau de l'administrateur en 15 minutes. Fait que, rappelez-vous, juste pour récapituler vite les 4 modules, ou bien je vais parler des 3 modules qui nous restent là, c'est qu'on a une maison, on veut la sécuriser. Pour avoir accès à une maison, on doit avoir une clé pour entrer dans cette maison. Puis une fois qu'on a sécurisé la porte, on veut mettre des sensors partout, sensors de feu, sensors de fenêtre. La suite EMS, c'est tout ça. C'est sécuriser l'identité, numéro 1. Deuxièmement, c'est sécuriser les appareils qu'on utilise avec lesquels on se log avec les identités. Une fois qu'on a sécurisé l'identité et l'appareil, on veut sécuriser la dernière couche, c'est l'information elle-même. C'est le plus important. Alors la première couche, c'est regarder Azure Active Directory. Quelqu'un ici n'est pas familier avec Active Directory en général? OK. Fait que Active Directory et Azure Active Directory, c'est presque pareil. On est en train de synchroniser votre contenu qui est on-prem dans AD qui est dans le cloud. Est-ce qu'on synchronise tout le monde? Est-ce qu'on peut sélectionner quelques-uns? Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez spécifier les 1000, les 2000, les 3000, les 5000 usagers qui vont avoir besoin d'aller en the cloud, fait que vous pouvez le faire de façon échelonnée et synchroniser dans AD. Une fois que c'est synchronisé, vous allez avoir accès, ça c'est votre DC ou Active Directory qui est dans le cloud, vous allez avoir une liste d'usagers, comme dans mon démo que j'ai ici, et vous allez voir l'usager vient de quelle place. Si je vous montre ici, par exemple, Krista, elle vient de Local Active Directory. Ça veut dire qu'elle existe dans mon DC qui est on-prem et ça a été synchronisé. Tandis que si j'ai, par exemple, l'usager qui s'appelle MFA User, c'est Microsoft Azure Active Directory. Alors, de cette façon, vous avez la même liste d'usagers qui sont on-prem et qui sont dans le cloud et vous pouvez les identifier d'où est-ce qu'ils viennent. Okay? Quand vous synchronisez les usagers de on-prem vers le cloud, on synchronise avec la liste des attributs qui sont par défaut basés sur les services que vous avez dans le cloud. Alors, quand vous installez le Azure Connect, ça vous dit est-ce que vous avez Exchange Online, est-ce que vous avez Sky for Business, quel service que vous allez utiliser. Basé sur ça, on synchronise les attributs qui sont nécessaires. Si après vous avoir fait la synchronisation, vous ajoutez un service, disons qu'au début il n'y a pas d'Exchange Online, puis après ça vous ajoutez Exchange Online, vous allez reconfigurer Azure AD Connect, vous allez dire j'ajoute le service Exchange Online, la prochaine fois qu'il va synchroniser, il va remettre les attributs qui sont nécessaires pour ces services. Okay? Maintenant, il y a deux choix. Une fois que vous synchronisez les usagers, vous avez deux choix. Vous pouvez synchroniser l'usager avec leur mot de passe, ou bien vous pouvez synchroniser l'usager sans leur mot de passe. Dans ces deux cas, si le mot de passe est synchronisé dans Azure AD, qui est dans le cloud, l'usager, quand il va vouloir avoir accès à n'importe quelle application SaaS ou web, il n'y aura pas besoin d'aller dans le DC qui est on-prem pour s'identifier. Tandis que si vous ne voulez pas faire ça, c'est votre choix, alors dans ce cas-ci, vous allez installer un serveur ADFS dans votre on-prem, puis là, toutes les requêtes vont, une fois que je vais rentrer mon nom de domaine pour m'identifier pour un service, la requête elle-même va passer à travers le serveur ADFS, on va s'assurer que les credentials sont bons à travers interne l'EDC, puis on va donner accès. Okay? Une autre chose que j'aimerais vous mentionner, là, c'est qu'à travers l'application de Azure AD Premium et Azure AD on the Cloud, vous pouvez lister des applications SaaS. Okay? C'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire ou contrôler avant. Comme Jérôme mentionnait tantôt, si quelqu'un dans votre bureau, vous aviez fait de la sécurité, puis personne n'est supposé envoyer un courriel à lui-même, puis etc. avec les documents, ce qui fait pas mal ces jours-ci. Mais les gens vont rentrer dans leur Dropbox ou OneDrive ou n'importe quelle application SaaS, ils vont se donner l'information. Alors là, vous venez juste de perdre le contrôle sur toutes vos applications. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous avez une application comme Cloud App Security, que vous voyez que les gens utilisent Dropbox ou OneDrive, whatever, pourquoi vous ne leur donnez pas accès à ces applications SaaS de façon que ce soit géré par vous autres et qu'ils utilisent ces applications et quand ils quittent votre compagnie avec votre système de provisionnement et de déprovisionnement, ils n'ont plus accès à leurs données de la compagnie. Ils n'ont pas besoin de jumeler les deux ensemble parce que l'accès il est là. Tant aussi longtemps qu'on leur coupe les chemins pour travailler à distance, ils vont se trouver moins. Mais si on le leur donne, on garde le contrôle quand même sur les données. Alors, à travers cet onglet-là, vous voyez toutes les applications que l'utilisateur peut publier. Et il y a 3 genres d'applications. Il y a une application qui peut être développée chez vous à l'interne. Et ça, c'est mon application qui n'est pas dans la liste. Ici, si je vais en ajouter beaucoup, là. Je vais vous la montrer tantôt. Je ne la vois pas dans mes yeux. Alors, si vous avez une application, disons que vous avez une application à l'interne, c'est simple, de punch-in, punch-out. Les gens doivent faire du punch-in, punch-out.
Mais vous, vous êtes une compagnie où est-ce que vous avez un camionneur qui ne va pas venir en site pour faire du punch-in, punch-out. Par contre, vous voulez qu'il fasse punch-in, punch-out. Vous pouvez publier l'application à travers le portail ici et l'utilisateur lui-même va avoir accès à cette application à travers son téléphone mobile, à travers sa tablette, à travers son laptop, n'importe où il est. Okay? Vous pouvez publier vos applications à l'interne. Pas besoin de VPN, pas besoin de rien du tout. Seulement, vous allez spécifier le nom d'utilisateur, le mot de passe qui sont dans AD. Et vous pouvez, pour certaines applications, ajouter la coche du multifacteur. Alors, vous savez que c'est la bonne personne qui se log pour avoir accès. Une autre chose, vous pouvez lister les applications qui sont là déjà dans notre catalogue. On a à peu près 2600, dernière fois que j'ai validé, on a 2600 applications SaaS que vous pouvez utiliser. Je vous ai listé quelques-unes. Il y a aussi... Oui. Okay, je veux que je vous montre l'application, le portail de l'utilisateur. Ça, c'est ce que l'utilisateur que j'ai choisi va voir. Okay? L'application qui s'appelle Contoso, ça, c'est l'application SaaS que je vous ai mentionné qui est faite à l'interne. Si je clique ici là-dessus, en ce moment, je suis en train d'être redirigé vers un serveur IIS, un serveur web, qui est dans mon DC, qui est on-prem. Alors ça, c'est l'application elle-même. En ce moment, j'ai mis une photo. Alors ça vous montre que juste je me suis logué, single sign-on, avec mes credentials d'AD, j'ai eu accès à une application à l'interne, punch-in, punch-out ou n'importe laquelle. Si je veux montrer aussi, j'ai accès à Exchange Online. Fait que j'entre là-dedans, je vais avoir accès à travers, je vais voir Outlook, toutes les applications de Office 365 que je peux avoir. Single sign-on. Une autre application, ici, disons que je veux vous montrer l'application Yammer. Moi, j'ai décidé, par exemple, mais je veux juste vous montrer avant pourquoi ça vient. Si j'entre dans Yammer, comme application pour la configurer pour les utilisateurs, ça va venir. Configure. C'est juste mon téléphone est un peu lent, là, ça tout roule de mon téléphone d'habitude. OK. J'ai fait du multi-factor authentication. J'ai dit activer, enable access rules, et j'ai dit, OK, je veux que tous les utilisateurs soient promptés, require multi-factor authentication. J'ai trois choix. Ça dépend de l'application. Il y a des applications où que chaque fois que la personne va se loguer, je veux qu'il soit identifié avec du multi-factor. Ou bien block access when not at work. Ou bien require multi-factor when not at work. Fait que l'application, si je ne suis pas au bureau, ça va me faire un MFA. Mais si je suis au bureau, je vais bypasser la MFA. Okay? Vous pouvez en ce moment faire ça pour toutes les applications SaaS, sauf en ce moment sauf les applications de Office 365. Ça s'en vient bientôt. Mais en ce moment, c'est pour toutes les applications SaaS. Oui? J'ai vraiment besoin de DFS pour le faire? Non. Pour ça? OK. MFA, là, juste pour que vous soyez, pour simplifier le sujet, Azure, il vous offre MFA, même si vous n'avez pas de DFS, c'est on the cloud. Maintenant, si vous voulez avoir du MFA pour vos applications on-prem, ça vient avec la licence de Azure AD Premium, et vous devez installer un serveur MFA on-prem. Ça, c'est un autre sujet. Mais si on parle d'application SaaS, si on parle de cloud, alors tu as zéro infrastructure installée. Du moment que tu as un tenant Azure Active Directory et que tu as la licence EMS, tu peux activer la MFA. Tu actives seulement la MFA. Point final. Et là, tu dis, je veux que l'application, le MFA soit activé pour tous les utilisateurs de mon domaine. Et après ça, pas de niveau d'application. Je veux que ça se fait pour l'application telle ou la telle. Et puis, il y a une autre chose que je veux vous montrer concernant MFA, étant donné qu'on est là-dessus. C'est, si je m'en viens ici. Voilà. En dessous, là, il y a Multi-Factor Authentication, MFA. Excusez. Là, remarquez qu'il y a la liste des usagers que j'en ai. Il y a, par exemple, lui, c'est enforced, et les autres sont disabled. Okay? Enforced, ça veut dire que j'ai dit, lui, il doit utiliser du MFA, et il s'est enregistré avec le MFA. Okay? Et puis, ce qui est nouveau, qui existe seulement avec Azure AD Premium, c'est la partie ici, que vous allez voir tantôt, c'est qu'on peut spécifier la liste de ce qu'on appelle du Trusted IPs. Comment on définit when not at work ou bien at work. C'est qu'on définit ici la liste des Trusted IP. Alors, on met les subnets que nous, on considère des subnets at work, qui sont business, et là, l'usager, quand il va se loguer de ce subnet, il va être considéré qui at work, et il n'y aura pas le MFA de brancher. Ici, ça, c'est le type de MFA qu'on dit. On veut call, phone, text message, notification through mobile app ou bien vérification. Il y a plusieurs façons. Et là, quand on définit le tenant, on peut dire je veux permettre à l'usager d'utiliser combien de façons de s'enregistrer, et c'est quoi le nombre minimum de façons de s'enregistrer, et c'est quoi le nombre de multifacteurs que je veux qu'il utilise chaque fois. Je
peux dire une seule façon de multifacteur ou deux façons. OK? Il reste 3 minutes. Peut-être juste montrer en 2 secondes RMS. OK. C'est plus intéressant que LinkedIn, je pense. Oui, OK. Je vous montre vite. Juste montrer un share and protect. Là, comment ça fonctionne. OK. Si je vous montre vite RMS, voilà. L'interface de. Pas le FC. OK, l'autre interface, OK. Ouais, juste l'interface de share and protect. Voilà. OK, ce qui arrive, c'est que je suis logué ici avec un compte d'utilisateur qui s'appelle Maggie. Maggie, elle a partagé tous ses documents. OK? Le document qu'elle a partagé, qui s'appelle Secret to Success Version 1, elle a publié ça à une personne qui s'appelle Krista, vous voyez ici. Et si je clique là-dessus, ce document, vous allez voir l'information qui est là-dessus. Ah! Désolé. C'est pas le... Sign out. Ça, c'est la fameuse interface que je vous expliquais qu'on va avoir le suivi de qui a ouvert mon fichier, où est-ce qu'il l'a ouvert, évoquer les accès à distance. OK. Remarquez ici que la première chose que vous voyez, c'est que le fichier, il y a un pigeon qui le tient. Ça veut dire que le fichier est live et qui est encore floating. Il y a des gens qui l'utilisent. Je vais vous montrer, je vous dis ça parce que vous allez voir quand je vais révoquer un fichier de quoi ça va avoir l'air. En dessous, ça vous dit, c'est quand que le fichier a été créé, il a été partagé, et c'est quand la date d'expiration du fichier. Comme Jérôme a mentionné tantôt, vous pouvez mettre une date d'expiration basée sur une date fixe, ou bien appeler un certain nombre de jours que le fichier a été publié. Pensez à un circulaire, une compagnie, une pharmacie qui va publier des circulaires. Il veut que ce soit actif du lundi au dimanche, par exemple. Et après ça, que personne n'ait accès pour voir. Donc, vous pouvez mettre ces dates. Ou une offre commerciale aussi. Oui. Ici, ça te liste très rapidement combien de personnes ont vu le document, combien de denies qui ont eu lieu. Ici, par plus de chance, ça a été 14-14. Et c'est quand la dernière fois qu'il y a été accédé. Ça, c'est pas suffisant. Je veux savoir c'est qui a utilisé ce document. Si je m'en vais dans la liste, je vais voir qu'il y a 2 personnes qui ont eu accès à ce document. Krista, et elle a eu accès et l'a vu aujourd'hui à 11h. Et Gabriel, c'est aujourd'hui, il a été denied aujourd'hui avant qu'on commence la session. Okay? Mais ça, c'est 2. Comment ça se fait? J'ai 14 de vues. C'est parce que chaque personne l'a utilisé à plusieurs reprises. Fait que si je m'en vais ici à la liste, il y a encore une liste un peu plus exhaustive. Ça vous montre les 30 derniers jours. Les fois, ça, c'est les verts sont des denies et les rouges sont des accès. Et là, vous avez chaque fois qu'une personne a eu accès à la documentation avec les deny et combien de deny. Christelle l'a vu une fois aujourd'hui, Gabriel a essayé 3 fois. Alors ça vous donne une information que Gabriel, il a le document, puis il essaie de l'avoir accès, puis il n'en demande pas. 2 choses. Ou bien il a volé le document, il pense qu'il est capable de le craquer, ou bien c'est qu'il oublie, il ne réalise pas que ce n'est pas la bonne version, il faut que je communique avec. Okay? Dans ce cas-ci, Christa avait seulement... Moi, j'avais partagé ce document seulement avec Christa. Fait que Christa n'était pas supposé donner ce document à quelqu'un. Dans ce cas-ci, moi, j'ai 2 choix. J'avais oublié Gabriel, alors je lui donne accès à ce document, ou bien je révoque Christa elle-même. Une autre vision que vous pouvez voir, ça vous donne une map où est-ce que les documents ont été ouverts. Étant donné que moi, j'ai tout fait ici dans mon data center des États-Unis, ça vous montre les 28 accès, 14 denied et 14 accepted, tout aux États-Unis dans le data center. Mais si le document, il s'en va à plusieurs parties, puis tout d'un coup, tu vois, Madoc a été ouvert en Afrique ou en Australie. Pourquoi? Et là, tu traces qui a fait quoi avec le document. Comme Jérôme a dit tantôt, la beauté de ça, c'est que si je vous montre un autre document, vite. C'est le dernier, c'est combien? Il est 3h31. Oui, juste 2 secondes. Remarquez, ça c'est le document qui est révoqué, il n'y a plus le pigeon qui montre que c'est révoqué. Puis si je vous montre la liste ici, le timeline, je vais voir que les personnes ont essayé de l'ouvrir après qu'il a été révoqué. Fait que là, je vois que malgré que j'ai révoqué ma documentation, il y a des gens qui essaient de l'ouvrir, encore une fois, ou bien ils n'ont pas la bonne version, ou bien il a été volé le document. Okay? Voilà, donc, pour résumer, donc, vous avez pas mal compris ce qu'était EMS à travers tout ça. La seule chose qu'on va montrer, c'est une thune, mais... Je peux montrer en 2 minutes. Si vous avez 2 minutes, je peux vous montrer ça. C'est des outils d'admin, puis l'expérience utilisateur, c'est une application portable sur un iPad, par exemple. Juste pour comprendre au niveau licensing, chaque module qu'on a montré là peut être acheté séparément. L'économie d'échelle est très simple à faire, c'est qu'à partir du moment où vous en prenez 2, où il y a 2 intérêts, c'est moins cher de prendre le package que chaque individuel. Le plus cher là-dedans, ce qui représente la plus grosse valeur, c'est Azure AD Premium, qui est quasiment le prix de la suite complète en fonction des différents rabais volés. Ça c'est l'expérience sur un
Mobile iOS, par exemple, en iPad. Un iOS qui est enregistré. Alors ça, c'est un BYOD. Et ça appartient à la compagnie me l'a donné. Là, je me suis enregistré avec, je suis enrôlé. Alors ce que les autres, ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent faire gérer le device. Ils peuvent faire un full wipe s'ils veulent. Ils peuvent faire un selective wipe. Ils peuvent me donner des applications, me le contrôler comme une GPO pour un poste. Okay? Première chose, si je montre ici, ça c'est le Company Portal. Le Company Portal, ça c'est l'outil de l'utilisateur que l'utilisateur va utiliser pour avoir accès à ces applications qui sont publiées, des applications internes ou des applications qui sont dans le store. Et pour savoir si le device est compliant. Alors ici, ça vous montre, si je vous montre ça, c'est mon device. Si j'en ai plusieurs devices, ça va lister ici tous les devices avec lesquels l'utilisateur est enrôlé. Et ce qui est beau avec ça, c'est que la licence maintenant, ce n'est plus par device. Ce n'est pas l'utilisateur. Alors, au lieu d'aller pour d'auditer voir combien de devices chacune personne a là, c'est le code. L'utilisateur, c'est tout. Si je clique sur My Company Apps, je vais avoir accès à toutes les applications qui vont être publiées en attendant que ça se fasse. OK? C'est beau? La beauté de ça, ce que je ne vous ai pas mentionné aussi, c'est que je peux ici aller dans Demo User, et My Profile, et là-dedans, vous voyez ici, Change Password. Alors, si moi, je veux changer mon mot de passe, je peux le faire à travers mon device, à travers mon téléphone, et ça va aller écrire ça dans AD. Je n'ai pas besoin d'aller au travail, je n'ai pas besoin de mon laptop. Je l'ai ici. Si j'ai oublié mon mot de passe, il y a un challenge avec des questions, je vais répondre aux questions en sécurité et je vais changer mon mot de passe. Okay? Maintenant, les applications sont installées, j'ai choisi quelques applications, ceux-là sont installés. Si je décide d'ouvrir, par exemple, Office, Word, okay? Tantôt, ce que Jérôme avait mentionné, c'est qu'on peut contrôler le copy-paste. Et je pense que vous êtes dans votre tête, mais toutes les autres plateformes font ça, ils bloquent le copy-paste. Non, mais les autres plateformes, ils utilisent du sandboxing complet. Alors, l'application, tu ouvres l'application, tu ne peux rien faire que d'utiliser cette application, tu ne peux rien faire sortir. Ici, on a du sandboxing à travers l'identité, pas à travers l'application. Alors, si moi j'ouvre Word avec mon utilisateur de Microsoft, et j'ouvre Excel aussi avec mon utilisateur de Microsoft, je peux faire copier-coller. Mais si j'ouvre Word avec mon utilisateur de Microsoft, tandis que j'ouvre Excel avec mon utilisateur de Hotmail personnel, le copier-coller ne va pas fonctionner. Ou bien l'application Notes ne va pas fonctionner. Puis on peut enforcer, comme on voit, des nids ou des policies par application spécifique pour avoir plus de sécurité sur des applications. Désolé. OK. 2, 3, 4, je pense. Non, C'est seulement avec des applications de Alors, ouais, pour l'instant, la MAM, là, ce qu'on appelle le Mobile Application Management, qui va permettre cette ségrégation, c'est juste sur Office 365. Il y en a de plus en plus qui sont intégrés, puis comme je disais, tu as un outil qui s'appelle le Intune Wrapping qui permet d'appliquer ces fonctionnalités-là à des applications que tu pourrais développer. Il y a de plus en plus de vendors, donc de cette partie, qui commencent à intégrer. On vient d'annoncer un partenariat avec SAP, puis avec Citrix, qui vont eux-mêmes intégrer ces fonctionnalités MAM à travers Xen Mobile et SAP Fiori pour les applications mobiles SAP. La beauté de ça, c'est que si vous avez une application interne que vous voulez publier et que vous voulez gérer le copy-paste, vous pouvez le faire. Vous contactez Microsoft, vous avez accès à des SDK qu'on vous donne et vous intégrez ça dans votre application et vous êtes capable de contrôler le copy-paste. Ça, c'est le futur des applications.